Bonjour et bienvenue. Pour ce nouveau Let's CY, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Kevin Carrier, qui est enseignant-chercheur au laboratoire ETIS, le laboratoire équipe de traitement de l'information et des systèmes, qui est une des principales unités mixtes de recherche dans le domaine des sciences et technologies de l'information. Et donc, unité mixte de recherche pour celles et ceux qui étudiants qui nous rejoindraient. C'est donc un laboratoire de recherche qui associe des laboratoires d'établissements d'enseignement supérieur et le CNRS. Et en l'occurrence, ETIS est une association entre des laboratoires de CY, une équipe de recherche de CY, de l'NCA, qui fait partie de CY Alliance, l'École nationale supérieure d'électronique appliquée, et le CNRS. Et ce laboratoire mène des recherches théoriques et expérimentales pour concevoir des systèmes complexes. Alors aujourd'hui, Kevin va donc nous parler de cybersécurité. Et simplement pour une petite information, CY, vous le savez, a mis en place un CMQ, un campus des métiers et qualifications à Argenteuil, sur la sécurité, le campus sécurité d'Argenteuil. Et l'une des thématiques, l'une des filières est la cybersécurité. Vous pouvez retrouver la présentation de Jérôme Morge, qui est le directeur du CMQ Sécurité, sur la page de Let's CY, et donc voir ou revoir cette vidéo qui était une présentation du 3 décembre dernier. Alors, sans plus attendre, je vais céder la parole à Kevin. Kevin, je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci Magali pour l'introduction. Alors, je vais commencer par partager l'écran. Voilà. C'est bon. Vous voyez bien la première slide avec les enjeux Oui, de la cryptographie post-quantique. parfait. Super. Bon, moi, je vais commencer. Alors, merci pour l'introduction, Magali. Alors, je vais préciser un petit peu l'intitulé de ma présentation. Je vais parler plus précisément de cryptographie post-quantique. Donc, je vais expliquer les termes dans ma présentation. Alors, cette présentation, je vais la motiver avec un extrait d'un document de la NSA que j'ai ressorti de 2015 qui explique justement qu'il faut arrêter de faire de la cryptographie classique, comme on a l'habitude de la faire, et qu'il y a une menace qui pèse sur le monde de la sécurité informatique, qui est celle des ordinateurs quantiques. Donc, dans cette présentation, je vais essayer un petit peu de vous sensibiliser à cette problématique-là, pour que vous la compreniez un peu mieux et voir vraiment les enjeux, éventuellement même sociétaux, de ce problème-là. Donc, ma présentation va se dérouler en 3 parties. Donc, elles seront, surtout les 2 premières, légèrement techniques, mais mon but, ce n'est pas de faire de vous des experts en informatique quantique ni en cryptographie, c'est juste de comprendre un petit peu comment fonctionnent les mécanismes. Donc, dans la première partie, je vous parlerai de comment fonctionne un ordinateur quantique. Ensuite, je vous expliquerai en quoi ces ordinateurs quantiques sont une menace pour la cryptographie telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Et enfin, je vous parlerai d'une compétition de standardisation pour proposer justement les futurs standards de cryptographie qui devront résister à ces ordinateurs-là. Donc, dans un premier temps, alors, je vais vous parler un petit peu des ordinateurs quantiques, comment ils fonctionnent. Et pour cela, j'ai besoin de vous expliquer comment fonctionne fondamentalement un ordinateur classique. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur, ça va du supercalculateur dans les grands data centers à votre carte à puce dans votre poche. Tous ces mécanismes-là fonctionnent un peu sur le même principe, sur des principes électroniques. Donc, vous avez souvent entendu dire, j'imagine, que l'informatique, fondamentalement, c'est des 1 et des 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on utilise des phénomènes électroniques. Et donc, le 1 correspondra au fait que le courant passe, 0, le courant ne passe pas. Et donc, on va pouvoir effectuer des opérations élémentaires sur cette information-là grâce à des dispositifs électroniques. Donc, ici, j'en donne quelques exemples avec des portes logiques particulières. Donc, tout simplement, on a une entrée qui prend un certain nombre d'informations binaires, et puis en sortie, on obtient une nouvelle information corrélée à l'entrée grâce à un dispositif électronique. Et puis, en combinant ces différents dispositifs électroniques, on est capable de construire un programme qui fait des calculs plus complexes. Et donc, par exemple, ici, sur le dessin de droite, j'ai donné un exemple de programme qui permet de calculer une addition de nombres allant de 0 à 4, donc ça fait de 0 à 3. Donc, ça ne fait pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal.
Donc, dès qu'on veut faire des opérations beaucoup plus complexes, on est obligé d'augmenter un peu la taille du programme, le nombre de portes logiques qu'on utilise, etc. Et heureusement, aujourd'hui, on a des langages informatiques qui permettent de faire la passerelle entre ce monde électronique et le langage humain, finalement. Donc, tout ça pour dire que, fondamentalement, voici comment fonctionne un ordinateur classique avec ce système de le courant passe ou le courant ne passe pas. Pour les ordinateurs quantiques, ça fonctionne différemment. On utilise ce qu'on appelle la superposition d'états quantiques. Alors, qu'est-ce que la superposition d'états quantiques? Donc, la physique quantique fonctionne très différemment de la physique classique et on a des phénomènes que l'on n'observe que dans cet univers quantique, et notamment celui de superposition quantique. Alors, on a pour habitude d'illustrer ce phénomène avec le fameux chat de Schrödinger. Donc, en fait, on met un chat dans une boîte avec une fiole de poison. Donc, on a un atome radioactif qui se désintègre ou non, et puis lorsqu'il se désintègre, il active un marteau qui casse la fiole. Et donc, cette expérience de pensée, elle vise à illustrer le fait que tant qu'on n'a pas observé cet atome radioactif, donc tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour observer ce qui s'est passé, eh bien, le chat, il est à la fois mort et vivant. Bon, en réalité, c'est une expérience de pensée qui n'est pas réaliste, puisque le chat vit dans le monde classique, il ne vit pas dans le monde quantique, et donc il ne peut pas être à la fois mort et vivant, mais pour des particules quantiques qui sont isolées de leur environnement, eh bien, il peut y avoir ces superpositions d'états quantiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'informatique? Eh bien, en informatique classique, donc avec les systèmes électroniques que je vous ai parlé au début, un bit est soit 1 ou 0. Eh bien, en informatique quantique, on a des qubits qui seront à la fois 1 et 0. Donc ici, je vous ai montré, j'illustre un peu comment on représente les qubits avec cette sphère qu'on appelle la sphère de Bloch, mais bon, ce n'est pas très important pour la présentation. Et donc, ces différents qubits, on va leur faire effectuer différentes opérations grâce à des nouvelles portes logiques. Et puis, à la fin, on va mesurer leur état. Et donc, c'est cette opération de mesure qui permet de déterminer si le bit est soit dans l'hémisphère nord, et donc, du coup, on considérera que ce sera un 1, ou dans l'hémisphère sud, et alors ce sera un 0. Donc, on a de nouvelles portes quantiques, dites quantiques, en opposition aux portes logiques que j'ai présentées au début, qui vont prendre en entrée des qubits qu'on représente classiquement par alpha 0 plus bêta 1, donc avec alpha, la probabilité que le bit va valoir 0 et bêta qu'il va valoir 1. Donc, on a différentes portes logiques. On voit que les 4 premières portes logiques que j'ai données ici, elles prennent en entrée un seul qubit et en sortie un autre qubit. On a aussi d'autres portes logiques qui prennent en entrée plusieurs qubits et en sortie donnent plusieurs qubits. Pour pouvoir réaliser cela, il faut un autre phénomène de physique quantique qui est celui de l'intrication quantique qui permet de faire fonctionner des qubits ensemble. Donc, pourquoi c'est intéressant de pouvoir faire des superpositions d'états quantiques et des intrications? Eh bien, par exemple, si on a une fonction qui prend en entrée une chaîne binaire de taille n, c'est-à-dire qui prend en entrée n bits qui valent 0 ou 1 chacun, eh bien, un ordinateur classique, pour tester toutes les entrées de cette fonction, il devra tester les 2 puissance n entrées les unes après les autres. Éventuellement, s'il a plusieurs cœurs dans son ordinateur, il va pouvoir paralléliser légèrement, mais très peu finalement. En opposition, un ordinateur quantique, lui, pourra tester les 2 puissance n entrées en même temps, instantanément. Et donc, c'est là toute la puissance des ordinateurs quantiques. Alors, les ordinateurs quantiques ne peuvent pas tout simplement paralléliser à l'infini tout ce que fait un ordinateur classique. Ça serait trop beau. En fait, il faut bien garder à l'esprit que les sorties sont également dans un état superposé et que lorsque l'on mesure la sortie, eh bien, en fait, on obtient une seule sortie parmi toutes les sorties possibles. Et qu'en plus, on ne retient pas l'entrée correspondant à cette sortie. Donc, du coup, il y a plein d'inconvénients quand même avec le calcul quantique tel que je l'ai présenté. Alors, on peut donner l'exemple du labyrinthe, qui est un exemple assez classique. Avec un ordinateur classique, pour pouvoir sortir du labyrinthe, si on est piégé au centre, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on est au centre et dès qu'on croise une intersection, on va choisir d'aller à droite ou à gauche. Donc, par exemple, là, on va à gauche, c'est le mauvais chemin, on s'en rend compte. Donc, du coup, on revient en arrière et puis on va explorer un autre chemin, etc. À chaque fois qu'on a une intersection, on choisit un côté et puis, si ça ne fonctionne pas, on tente l'autre côté, etc., jusqu'à finalement trouver une sortie. Et donc, avec un ordinateur classique, si on veut trouver une sortie, eh bien, on voit qu'il y a de nombreuses opérations à effectuer. Et si on veut trouver toutes les sorties, eh bien, en fait, il faut parcourir tous les chemins possibles du labyrinthe les uns après les autres.
Avec un ordinateur quantique, on va pouvoir explorer en fait à chaque intersection à la fois le chemin de droite et de gauche. Et donc ici, par exemple, quand on arrive à la première intersection, on explore les deux chemins possibles en même temps. Donc là, j'ai mis un symbole d'atome pour montrer qu'on est dans un état de superposition quantique. Et donc, on fait ça pour chaque intersection. Et finalement, en fait, on a exploré tous les chemins qui mènent à toutes les sorties en même temps. Donc, on se retrouve dans un état de superposition quantique. Et puis, on va vouloir mesurer la sortie pour savoir justement où sont les sorties, enfin, ou plutôt où est une des sorties. Donc, on mesure. Et là, instantanément, en fait, on va obtenir une seule de toutes les sorties possibles. Et on n'aura pas la sauvegarde du chemin qui a mené. Et puis, si on retente l'expérience, eh bien, en fait, la sortie qu'on va réobtenir sera éventuellement différente de la sortie qu'on a obtenue la première fois. Donc, voilà quand même les inconvénients qu'on peut avoir avec le calcul quantique et auxquels il va falloir faire face. Donc là, je résume un petit peu qu'effectivement, il y a plusieurs sorties dans le labyrinthe et donc, du coup, lorsqu'on mesure, on n'en a qu'une seule et qu'on ne trouve pas forcément le chemin qui a mené. Alors, on a des algorithmes quantiques célèbres, donc l'algorithme de Grover, notamment, de 1996, qui ressemble un peu à l'algorithme que j'ai présenté pour le labyrinthe. Mais l'algorithme de Grover, contrairement au labyrinthe, permet d'avoir le chemin qui a mené à la sortie, à l'unique sortie. Donc, on peut trouver un élément particulier dans un ensemble de n éléments non structurés en racine de n opérations, alors qu'avec un ordinateur classique, il en aurait fallu n. Et puis, on a aussi l'algorithme de Shor qui factorise des entiers de grande taille, presque instantanément. On a un problème avec les ordinateurs quantiques, c'est le problème de la décohérence quantique. En fait, il est très difficile de maintenir les qubits dans un état quantique, surtout quand on les combine ensemble avec l'intrication. Et donc, il faut protéger l'environnement de calcul, refroidir le système au zéro absolu, il faut l'isoler de tout son environnement. Mais on peut aussi utiliser des codes correcteurs quantiques. Donc, c'est un champ de recherche très actif dans l'informatique quantique qui consiste du coup à trouver des moyens de corriger les erreurs. Et donc, on aura un certain nombre de qubits physiques plus grand que le nombre de qubits logiques sans erreur. Alors là, je ne vais pas détailler, mais pour construire des ordinateurs quantiques, on a plusieurs solutions. On peut utiliser des supraconducteurs, c'est la technologie la plus en avance aujourd'hui. C'est ce qu'utilisent IBM, Google et le CEA, par exemple. Mais on a d'autres technologies comme le qubit de silicium, ion piégé, photonique. Alors, le qubit photonique a un avantage, c'est qu'il fonctionne en température ambiante. Et donc, du coup, il a besoin d'un moins gros système de refroidissement. Parce que, par exemple, l'ordinateur quantique qu'on voit ici en fond, il est énorme. Hein, il fait la taille d'un appartement, pratiquement, ou d'une grande pièce d'un appartement. Et en fait, tout ce système-là, c'est surtout le système de refroidissement. Alors, juste où en est-on sur la construction des ordinateurs quantiques? Parce qu'en fait, ça n'existe pas réellement encore. Enfin, on n'a que des prototypes. Donc, à l'échelle nationale, très récemment, il y a eu un plan qui a été lancé à 1,8 milliard d'euros pour travailler sur ces sujets-là. À l'échelle européenne, on a aussi un projet sur 10 ans qui a été lancé en 2018, qui est aussi à près d'1 milliard d'euros. Il y a d'autres projets il y a d'autres projets en Europe, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, et même aux Pays-Bas, je crois. Aux États-Unis, ils travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Il y a un gros investissement qui est fait, et notamment dans certaines entreprises privées. Et d'ailleurs, en 2019, Google, avec la NASA, ont présenté le processeur Sycomore, qui est à 53 qubits et qui a, pour la première fois, atteint ce qu'on appelle la suprématie quantique, c'est-à-dire le moment où on peut réaliser avec un ordinateur quantique ce qu'on n'aurait pas pu réaliser avec un ordinateur classique. Alors, en 2021, donc très récemment, la Chine a battu ce record avec un processeur à 66 qubits. Donc, on peut dire qu'on commence à atteindre ce qu'on appelle la suprématie quantique. Alors, maintenant, quelle est la menace pour la cryptographie classique? Alors, je vais vous parler rapidement de ce qu'est la cryptographie aujourd'hui. La cryptographie se range en deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Donc, en cryptographie symétrique, en gros, là, je vous donne l'exemple de Alice qui va envoyer un message à Bob. Donc, pour cela, Alice et Bob se partagent une clé secrète qui sont les seuls à connaître. Et donc, Alice va chiffrer un message grâce à sa clé secrète, va l'envoyer à Bob, et Bob va pouvoir le déchiffrer grâce à la clé secrète qu'il possède. Donc, on a un attaquant qui écoute le réseau et qui intercepte le message chiffré. Et donc, que va pouvoir faire cet attaquant? Il va pouvoir tester toutes les clés possibles jusqu'à trouver celle qui déchiffre le message d'Alice. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'attaque par brute force. Donc, si le système est bien conçu, ça sera sa seule attaque possible.
Et donc, avec un ordinateur classique, si notre clé secrète, c'est un nombre à 80 chiffres, eh bien, avec un ordinateur classique, il lui faudra 10 puissance 80 opérations pour tester toutes les clés à notre attaquant. Et alors, pourquoi j'ai utilisé cet exemple-là de 10 puissance 80? C'est parce que 10 puissance 80, c'est à peu près le nombre d'atomes dans l'univers. Donc, il faut imaginer que cet attaquant, il doit demander à son ordinateur de compter un à un tous les atomes de l'univers. Donc, ça lui mettrait un temps considérable, plusieurs milliers d'années. Alors qu'avec l'algorithme quantique de Grover, eh bien, on a besoin de racines carrées de 10 puissance 80 opérations seulement, donc 10 puissance 40, ce qui est 10 puissance 40 fois moins qu'avec l'ordinateur classique. Donc, c'est plusieurs milliards de milliards de milliards de milliards de fois moins pour casser cette même clé. Donc, pour la cryptographie symétrique, les ordinateurs quantiques sont une menace. On peut réparer ce problème en augmentant la taille des clés, typiquement en la doublant. Donc, du coup, on a une solution on a une contre-mesure pour la cryptographie symétrique. Mais il y a une autre cryptographie qui est la cryptographie asymétrique, qui a notamment pour but, par exemple, de pouvoir partager les clés. Alice et Bob se partagent une clé secrète. Il faut trouver un moyen pour justement effectuer ce partage. Donc, on a ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Donc, comment ça fonctionne? Donc, Alice veut toujours envoyer un message à Bob. Pour cela, Bob, il génère deux clés, une clé publique verte de déchiffrement et une clé privée de chiffrement, la clé verte, et une clé privée de déchiffrement. On ne peut pas déchiffrer avec la clé verte, on ne peut que chiffrer, et on ne peut déchiffrer qu'avec la clé rouge. Donc, Bob va distribuer sa clé publique, la clé verte, à tous ceux qui veulent, donc à tout le monde. Donc, Alice a accès à cette clé, mais le méchant aussi. Et donc, Alice va pouvoir chiffrer son message avec la clé verte, l'envoyer à Bob, qui pourra la déchiffrer avec la clé rouge. Et les attaquants qui possèdent que la clé verte ne pourront pas déchiffrer parce qu'il faut la clé rouge pour déchiffrer. Alors, que peut faire du coup l'attaquant? Eh bien, il va pouvoir tenter de de retrouver la clé rouge à partir de la clé verte, puisque forcément, les deux clés, elles sont intrinsèquement liées, puisque l'une permet de déchiffrer ce que l'autre a chiffré. Donc, il y a forcément un lien fort entre les deux. Eh bien, l'attaquant va essayer de percer ce lien en construisant la clé rouge à partir de la clé verte. Alors, pour cela, pour construire cette clé rouge à partir de la clé verte, l'attaquant doit résoudre en fait un des trois problèmes suivants, le problème de factorisation, celui du log discret ou celui du log discret sur courbe elliptique. Donc, ce sont des problèmes qui ont des noms compliqués, mais finalement, c'est des problèmes qui ne sont pas si compliqués à comprendre dans leur énoncé. Et donc, en fait, on voit le lien avec les ordinateurs quantiques et ce que j'ai présenté au début. Avec l'algorithme de Shor, ces problèmes-là, ils sont cassés instantanément. Et donc, c'est pourquoi la cryptographie asymétrique est complètement cassée telle qu'elle est effectuée aujourd'hui avec un ordinateur quantique. Alors, la menace, il faut la considérer dès aujourd'hui. Pourquoi? Même si les ordinateurs quantiques n'existent pas encore vraiment, que ce sont encore que des prototypes avec très peu de qubits, il faut la considérer dès aujourd'hui parce que la confidentialité ne doit pas seulement être respectée à un instant T. Il faut imaginer aussi qu'un attaquant peut sauvegarder des données chiffrées dans l'espoir de les décrypter plus tard. Et on a une règle informelle en crypto qui dit qu'on doit pouvoir conserver la confidentialité pendant au moins 60 ans. Ce délai il correspond au délai de déclassification d'un document classé secret défense. Et je crois que maintenant, il a été réduit à 50 ans d'ailleurs. Alors, alors, ce document que je vous présente ici, c'est une image qui a été présentée à une conférence du NIST où en fait ont été interrogés 44 experts du quantique sur les menaces de l'ordinateur quantique pour la cryptographie dans les prochaines années. Donc, pour les 5 prochaines années, il y a 27 experts parmi ces 44 experts qui estiment que la menace, elle est de moins de 1%. Et 3 seulement estiment que la menace est environ de 50%. Et puis, on voit que plus le temps augmente, et puis jusqu'à 30 ans, on se rend compte qu'en fait, la tendance s'inverse et que là, les experts prennent au sérieux, prennent réellement au sérieux la menace des ordinateurs quantiques. On a l'ANSSI qui prend aussi les choses en main avec des recommandations. Donc, en gros, l'ANSSI a présenté un plan de transition vers le quantique où ils expliquent que d'ici 2025, on doit commencer à vraiment imaginer des protocoles résistants aux ordinateurs quantiques, qu'entre 2025 et 2030, il faut commencer à avoir des systèmes de sécurité qui implémentent les deux solutions, à la fois quantique, post-quantique et pré-quantique, et puis qu'au-delà de 2030, il va falloir que les cryptosystèmes post-quantiques soient réellement mis en œuvre. Alors, je vais vous présenter rapidement la compétition du NIST pour terminer. Donc là, je rappelle l'annonce de la NSA et donc qui a lancé la compétition du NIST en 2017.
Donc, le NIST, c'est le National Institute of Standard and Technology, qui est en fait l'organisme normalisateur de l'Internet aux États-Unis, en gros. Et donc, ils ont lancé une compétition, dont je mets le lien ici, pour standardiser les futurs cryptosystèmes résistants aux attaques quantiques. Et donc, il y a eu pas mal de candidatures. Il y a eu 69 candidats à travers le monde, avec beaucoup de Français d'ailleurs. Et puis, les propositions sont partagées entre 5 grandes familles de cryptosystèmes. Donc, en gros, 5 grandes familles de domaines mathématiques sur lesquels reposent ces cryptosystèmes. Alors, les plus connus sont, en tout cas, ceux qui fonctionnent, les plus populaires, on va dire, sont la cryptographie à base de réseaux euclidiens et ceux à base de code correcteur d'erreur. Donc, je mets ici les problèmes sur lesquels reposent ces cryptographies. Donc, je ne vais pas en parler en détail, mais sachez que dans leur énoncé, ce n'est pas des problèmes très compliqués. Ils sont très compliqués à résoudre, mais l'énoncé est assez simple finalement, si on se pose un peu. Donc, en 2019, le NIST a sélectionné 26 candidats. Parmi ces candidats, j'ai sélectionné ceux qui utilisent des codes correcteurs d'erreur parce que c'est mon domaine, mais bien sûr, il y a d'autres candidats. Et puis, parmi ces candidats utilisant des codes correcteurs d'erreur, il y a beaucoup de Français. Donc, c'est aussi pour ça que je les évoque ici. Et puis, en 2020, le NIST a sélectionné 15 finalistes au 3e tour. Et on retrouve encore ces mêmes cryptosystèmes quasiment. Pour 2022, le NIST va lancer une nouvelle compétition qui sera cette fois concentrée sur les signatures numériques parce qu'elles n'ont pas eu beaucoup de succès dans la compétition précédente. Donc, du coup, il lance une nouvelle compétition. En France et puis même à l'échelle de l'Europe, il y a une grosse communauté qui se met en place sur la mise en œuvre de la cryptographie post-quantique. Donc, on a notamment le projet RISC, dont je vous ai mis le lien ici, qui regroupe des industriels, des industries françaises pour justement mettre en œuvre cette crypto post-quantique. Et puis, on a aussi, lors de la European Cyber Week qui a lieu tous les ans, une conférence sur la mise en œuvre de la cryptographie post-quantique qui pourrait être intéressante pour tous les gens qui sont intéressés par le sujet parce qu'elle réunit vraiment tous les industriels et académiques sur ces sujets-là. Donc, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et voilà. Merci beaucoup, Kevin. Effectivement, on va laisser un petit temps de… Moi, j'ai une question. Oui. Oui, bonjour. Donc, Guénolé de Carmois, j'ai rejoint CY récemment. Ma question, c'est est-ce que c'est crédible ou envisageable d'imaginer un monde où, en fait, il n'y a plus d'Internet parce que les ordinateurs quantiques sont tellement puissants qu'il ne peut plus y avoir de confidentialité? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à donner à cette question. Mais alors déjà, cette menace à ce point-là, elle n'est pas pour tout de suite. Je veux dire, même si demain, on a des ordinateurs quantiques, ça sera pas, la cryptographie, elle sera mise en péril, mais plutôt sur d'autres sujets, sur des applications plutôt militaires, des choses comme ça. Les ordinateurs quantiques seront au début possédés par des grands groupes, par des États, mais pas par des particuliers qui vont… Voilà. Ensuite, du coup, j'ai envie de dire que non, parce que, par exemple, avec cette compétition du NIST, il y a réellement des solutions qui sont apportées et qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement. Donc, on a encore un délai suffisamment long pour que ces solutions deviennent vraiment implémentables. Et d'ailleurs, elles commencent à l'être. Hein. Il y a vraiment beaucoup de projets pour implémenter ces solutions. Donc, j'ai envie de dire que heureusement, on s'y est pris assez tôt pour justement se protéger de ça. Après, même sans ça, de là à ce que ça devienne une menace pour l'Internet tout entier, j'ai envie de dire que non. On a le temps. Ok, merci. Je peux poser une question, Bien c'est sûr. Flora, oui, excusez-moi, là, juste pour répondre, rebondir ça, tu avais demandé, est-ce que c'est normal, c'est une menace d'avoir un monde sans confidentialité, c'est pas ça le problème c'est que si on a la cryptographie quantique assure la confidentialité, c'est ça le problème, si on arrive à avoir vraiment des communications complètement sécures. Alors, c'est ça. Donc, peut-être, c'était à moins que je n'ai pas compris ta question. La question n'est pas la réponse de Kevin, mais j'ai une question.
parce que c'est très bien, on a vu une revue, c'est très bien, Kevin, tu as fait un effort de condenser tout ça dans une demi-heure, chapeau, mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les recherches que vous faites? Qu'est-ce que vous faites Alors, sur la cybersécurité, ou toi, ou qu'est-ce qu'il y a, oui. les grands domaines que vous regardez? Oui, Merci. très bien. Alors, je vais déjà revenir sur le premier commentaire sur la cryptographie quantique et non pas post-quantique. Effectivement, il y a une autre branche de la cryptographie qui, cette fois, utilise la physique quantique pour sécuriser les communications. Et donc, moi, ce que j'ai présenté ici, c'est sécuriser les ordinateurs classiques contre des menaces quantiques. Mais en réalité, il est possible de mettre en œuvre des systèmes de communication quantiques et qui, cette fois, sont sécurisés de manière physique, en fait. Enfin, ils sont prouvés. Non, mais ils sont en œuvre maintenant. Ils sont en œuvre commercialisement. Donc, ils sont effectivement en œuvre. La formation, Donc, la effectivement, communication, ça, c'est ça une marche. voie, c'est une voie. Alors, moi, je ne travaille pas du tout là-dessus, mais effectivement, il y a des gens qui travaillent dessus. Alors, après, ce que nous, enfin, moi particulièrement, ce sur quoi je travaille, alors, moi, je travaille sur une branche de la cryptographie post-quantique qui utilise les codes correcteurs d'erreur. Donc, la cryptographie fondée sur les codes correcteurs d'erreur, c'est une cryptographie qui date des années 60, enfin, fin des années 70. Et donc, moi, mon travail, essentiellement, c'est d'éprouver les problèmes difficiles sur lesquels repose cette cryptographie. Donc, comme en cryptographie, on avait les problèmes de factorisation, de log discret. En cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreur, on a d'autres problèmes. Et donc, moi, mon travail, c'est de montrer que ces problèmes sont difficiles, de trouver des algorithmes qui les résout de plus en plus vite et donc, du coup, qui demandent par la suite de reparamétrer les tailles de clés des cryptosystèmes proposés. J'explore aussi pas mal le lien qu'il y a entre les réseaux euclidiens et les codes correcteurs d'erreur, parce que c'est deux branches un peu différentes qui ont été prises pour la cryptographie post-quantique, mais en réalité, il y a de nombreux liens à faire entre les deux domaines, voire même des liens à faire avec d'autres domaines. Et puis voilà, après, on travaille sur la conception de nouveaux cryptosystèmes qui, chaque jour, du coup, on diminue un peu les tailles de clés, puisque la problématique majeure sur les cryptosystèmes qui ont été proposés à la fin des années 70, c'est que les tailles de clés que demandaient ces cryptosystèmes étaient énormissimes. Donc, du coup, ça demandait des puissances de calcul assez grandes. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça n'avait pas été adopté à l'époque. Et donc, l'idée, c'est de trouver des solutions pour réduire toujours un peu plus les tailles de clés, les complexités des cryptosystèmes eux-mêmes et pas juste des attaques. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça sur ce sur quoi je travaille. Donc essentiellement sur la code-based cryptographie, donc fondée sur les codes correcteurs. Super, merci. Je travaille beaucoup avec l'INRIA de Paris sur ces sujets-là. Oui, très bien, merci. Et avec CWI aussi à Amsterdam, qui eux, tentent de casser des challenges de cryptographie. Ouais. Super. C'est fantastique. Et moi, juste une petite question justement sur quand tu as parlé du NIST, donc l'agence de normalisation, est-ce que sur ces compétitions, dans l'équipe d'ETIS, vous avez eu Alors, moi, je suis arrivé à ETIS. Je suis arrivé à ETIS en septembre, 1er septembre. Donc, du coup, j'arrive un peu avec ce nouveau sujet. Alors, on avait déjà quelqu'un qui s'y était intéressé depuis un an, plus sur la partie réseau euclidien, mais qui n'avait pas de proposition UNIST, mais qu'on travaillait sur quelques attaques sur des propositions d'UNIST. Donc, moi, du coup, j'arrive avec mon bagage INRIA, parce que je viens de l'INRIA. Et donc, par contre, là, à l'INRIA, eux, ils ont des propositions UNIST. Enfin, ils sont co-auteurs de plusieurs propositions d'UNIST. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pu travailler un petit peu sur certaines propositions. Puis, il y a d'autres cryptosystèmes qui n'ont pas encore été proposés, puisque la compétition est arrivée en 2017. Puis, il y a eu des choses qui ont été faites après 2017. Mais voilà. Donc, tu auras le temps maintenant de participer. J'espère. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être encore quelques petites… Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, c'est des… Ah, si, Michel, je vous en prie, si vous avez une question. Je n'ai pas regardé le flux de discussion. Ah non, c'est un bravo. C'est un bravo. Il y a peut-être des questions dans le flux de discussion, j'avoue, je n'ai pas regardé. Non, il y a des félicitations pour cette vulgarisation, la qualité de votre présentation. Merci beaucoup. Je crois que la réaction de Michel, c'est effectivement pas une main levée, mais un bravo.
D'accord. Donc, En tout cas, je reste à la disposition de qui veut me poser des questions en dehors Oui. de ce cadre, par mail ou autre, hein. Vous savez où me trouver, j'ai mis mes coordonnées. Donc Super. voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toutes et à tous. Je n'ai pas le programme du prochain Let's CY. Je ne sais pas si vous avez... il y a les vacances qui vont, je crois, arriver. Donc, voilà, à suivre sur la page du Let's CY pour le prochain qui, je pense, aura lieu sans doute plutôt fin février. Voilà, mais je vous remercie. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci encore, Kevin. Et puis, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.